deviendra un jour président parce que ce qu'il a proposé, eh bien, ce sont des solutions pour la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Alors depuis quelques mois, depuis 22 mois, il y a un petit Victor qui est dans votre vie. Oui. Le petit Victor, il aura exactement votre âge en 2047, oui. L'âge que vous avez aujourd'hui. Il y a un parallèle dans le livre. Il y a un parallèle et puis surtout... C'est qui dans le livre? En 2047, j'aurai 100 ans. Et je crois que ce qui était le pari, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui me ressemble et qui ressemble à tous les handicapés qui ont essayé de changer le regard des autres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce centenaire, M. Marcus, eh bien, il va lui arriver quelque chose d'incroyable, mais ça, je ne peux pas le dévoiler ici parce que c'est un peu la clé du livre. Bon. Et puis, petit Victor, j'espère qu'il prolongera un jour mon action, soit pour défendre la cause des handicapés ou d'autres, et puis j'espère qu'il sera comme moi handicap international et qu'il saura défendre la cause de ces enfants qui sautent sur des mines dans le monde entier. Mais il n'y aura plus de mines en 2047. Je le souhaite, je l'espère du fond du cœur. Le serment sur la colline, c'est le titre de votre dernier roman aux éditions Flammarion. Vous avez passé cette matinée avec nous, on va parler de bien d'autres choses, notamment de décoration. Lorsqu'on est handicapé moteur, il est souvent nécessaire, pour se faciliter la vie, d'aménager ou de restructurer son intérieur. Vous allez vous rendre compte qu'en ce domaine, beaucoup d'efforts ont été accomplis et qu'on a revu et corrigé tous les objets de la vie quotidienne. Vivre normalement chez soi, eh bien Sylvie Adigard va nous dire que c'est tout à fait possible. Vous restez avec nous tous les deux et puis on va commenter tout ça. Alors Sylvie, vous avez rencontré un spécialiste, un architecte qui lui-même aussi est en fauteuil roulant, donc il connaît bien le sujet, il connaît bien les problèmes. Tout à fait, je suis allée chez un architecte d'intérieur, bonjour, pardon. Bonjour. Je suis allée chez un architecte d'intérieur qui connaît bien la question, comme vous l'aviez dit, puisqu'il est lui-même handicapé, et donc il va nous donner des astuces pour optimiser la place, parce que je crois que c'est important. Une petite chose, par exemple, pour passer une porte quand on est avec un fauteuil roulant, eh bien, ça nécessite 80 cm de largeur. Au moins. Donc au moins, c'est le minimum. Donc ça veut dire qu'il faut réaménager l'intérieur de son appartement. On voit ça tout de suite. Pour l'aménagement de notre maison, pour une meilleure appropriation de l'espace, on a d'abord pensé aux lieux qui sont les plus difficiles et les plus techniques à résoudre. La cuisine, la salle de bain, évidemment les WC. Les espaces comme la chambre, le dressing ou le salon dans lequel on est actuellement, c'est ce qui est le plus facile à résoudre. C'est une question de... On pousse les meubles. Par exemple, pour la salle d'eau, la douche, est l'élément principal, presque à la limite, c'est presque le pivot de la salle de bain. Et de pouvoir prendre ma douche avec Bénédicte, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on puisse... Je veux la prendre tout seul, on la prend à deux, ça c'est bien. Et du coup, il fallait un bac à douche qui soit un peu plus grand. Surtout, il est de plein pied, c'est-à-dire que le réceptacle de l'eau se trouve sous le plancher. La douche est dépendante de deux colonnes. Il y a une douche qui est très utilisée par Bénédicte, parce que la pomme de douche se trouve à 2 mètres. Et moi, j'aime bien la douchette. Le deuxième point, c'était la baignoire. Et on a fait une recherche au niveau français et au niveau européen. On a trouvé une baignoire en Allemagne qui est très bien, qui est très bien dessinée ergonomiquement. Quand on a pris sa douche, on s'essuie. Et puis on va choisir dans le dressing les vêtements que l'on va mettre. À la limite, on rentre dans la chambre ou on reste dans le dressing et on s'habille dans le dressing. Donc il y a un espace transitoire entre ces deux espaces, qui est une sorte de petit passage, dans lequel Bénédicte a trouvé ses vêtements à une certaine altitude, et moi les miens à une altitude plus ergonomiquement adaptée. C'est des rangements qui sont ouverts. La plupart des penderies sont montées sur des rails, le rail est dans le sol et ça sert de butoir. Donc les portes, les rails sont suspendus. La notion de passage d'un espace à un autre, on l'a aussi réglée par des portes. La plupart des portes pour entrer dans une chambre, ce sont des portes de 90. Donc il faut 90 pour pouvoir entrer dans un lieu. Et pour moi, 90, c'était un débattement trop grand. Et j'ai préféré couper la porte en deux et j'ai mis 2 portes de 45. Dans la chambre, c'est vrai que j'ai décentré un petit peu le lit dans l'espace chambre. L'espace est un peu plus confortable, un peu plus large pour moi. Il y a 2 niveaux dans la cuisine. Parce que la plupart des gens, quand ils travaillent, ils ont besoin un petit peu de poids de leurs épaules pour couper.
l'altitude du plan de travail est de 90 cm. Au-delà de 90, je vais avoir du mal, moi, avec le poids de mes épaules, même si j'ai une assise qui est à 55. Quand on est en train de travailler, quand on prépare quelque chose qui vous manque, l'essentiel d'un couteau épluche légumes, tu tires le tiroir, tu as une vue plongeante sur l'ensemble du contenant, et puis tu vois tout de suite ce qu'il y a. Donc tu repères l'objet, c'est bien, ça se fait immédiatement. La politique, c'était plutôt de dire, je fais tout comme pour tout le monde, et sans que ça soit vraiment spécifique pour une personne handicapée physique. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lui, il est très bas, sa femme est très grande, donc ils ont trouvé un compromis entre les deux. Ils ont pris les mesures et ils ont fait vraiment tout à hauteur pour qu'elle n'ait pas mal au dos en se baissant et que lui, ça aille pour ne serait-ce qu'être à table. C'est vrai, il faut la bonne hauteur. Patrick Segal, après votre accident, vous avez dû, vous aussi, j'imagine, tout réaménager. Vous avez pris un architecte ou pas, non? Non, parce que j'ai toujours été un peu sauvage. Je continuais de vivre dans un appartement qui était moyennement accessible. Manger par terre sur la moquette. C'est vrai, mais je l'ai fait longtemps. Non, disons qu'actuellement, j'ai la chance d'habiter à 60 km de Paris, à la campagne. Et dans notre maison, c'est une maison qui est accessible, mais nous n'avons pas fait d'efforts particuliers d'aménagement, si ce n'est pour la salle de bain, parce qu'il y a des problèmes de risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 12 000 morts par an en accidents domestiques. Et nombre des accidents ont lieu dans les salles de bain de gens qui glissent, qui tombent, qui se cassent le col du fémur, notamment chez les personnes âgées. Et l'accessibilité pour handicapés, c'est un gage de sécurité pour les personnes âgées. Et Jacques, vous avez fait des aménagements particuliers? Absolument aucun aménagement particulier, mais le coup de la porte de 45, là, les deux portes de 45, je vais utiliser dans ma prochaine grande maison que je vais faire construire quelque part en France. Juste une petite chose, on peut faire appel effectivement à un architecte d'intérieur, mais on peut également aller auprès d'associations, par exemple comme le CNRH. Là-bas, ils ont, Jacques, des fascicules, des livres, des ouvrages, etc. Et en plus, ils peuvent aller chez vous, faire un audit en fonction de votre handicap, en fonction de votre domicile et surtout en fonction de votre budget. Donc ça, c'est très important. Et vous aider à trouver les solutions idoines et adéquates. Voilà. Très bien. C'est pas des gros mots. Hein. Après la déco, on va parler des loisirs maintenant, parce que dans le domaine des loisirs, il y a de plus en plus de passerelles tendues entre le monde du sport et les personnes handicapées. Par exemple, faire du kart quand on est un jeune handicapé, eh bien c'est possible, alors que cela, a priori, paraîtrait impossible. Vous allez voir qu'à Toulouse, il y a un centre de karting exclusivement réservé aux personnes handicapées. Pour nous en parler, Yann Lavoie. Bonjour Yann. Ça papote. Ah oui, mais écoute, on refait le monde, c'est Vous génial. faites du sport tous les deux? Moi, j'en fais. Patrick, terriblement. Patrick, vous faites quoi? C'est-à-dire que j'ai été sélectionné olympique aux Jeux de Séoul, j'ai fait les 2 championnats d'Europe, championnat du monde d'athlétisme, j'ai fait des marathons, et maintenant j'ai fait de l'alpinisme, enfin tout ce qu'on peut faire, de la plongée sous-marine, mais disons que maintenant à 51 ans je fais du vélo, donc j'ai un vélo à 3 roues, et je fais des longues sorties vélo, et c'est extraordinaire, et c'est accessible à... Aux valides aussi. Oui, on est rencontrés. Surtout aux handicapés, mais les valides s'y mettent parce que c'est une façon de faire de la musculation, et ça permet à des grands handicapés, des tétraplégiques de s'adonner au loisir de la bicyclette. C'est vraiment un sport étonnant. Et Jacques? De la natation. Ah, c'est bien. De la natation et beaucoup de bronzage. Du bronzage, c'est un sport intéressant. Alors, vous savez qu'il y a quand même, parce qu'on en parle, 20 000 personnes handicapées qui pratiquent du sport sous une tutelle de la fédération, qui a 450 clubs. On avait parlé du torbal, vous vous souvenez, une fois ici. Natation, athlé, basket, tennis de table, tir à l'arc. Et c'est vrai que les passerelles maintenant sont tendues de plus en plus et qu'on peut faire du sport lorsqu'on est une personne handicapée, que les structures sont un peu plus accueillantes quand même. C'est surtout sympa de faire du sport avec des valides, que ce ne soit pas trop... Clair, bien sûr. Alors, le karting, a priori, on n'y aurait pas pensé quand même, mais ça, c'est possible. C'est vrai. C'est venu de l'amour d'un père pour son fils. En fait, son fils a toujours une maladie évolutive des cartilages. Il s'est dit, tiens, si je lui faisais faire du karting, ça pourrait être quelque chose de sympa. Et le fils a abondé en ce sens. Et il a eu très envie de faire du karting avec son papa. Et donc, il a fallu quand même, à partir du moment où on décide de faire du karting, essayer de faire rentrer un petit peu d'argent parce qu'il faut que la sauce, elle prenne. C'est assez difficile, d'autant qu'il faut adapter le kart à l'enfant et essayer de faire en sorte que la maniabilité soit totale et complète. Aujourd'hui, à Toulouse, avec l'aide de la municipalité,
cet homme a réussi à avoir quelques cartes avec lui. Il n'a pas encore la piste vraiment, mais il peut venir se déplacer et faire des opérations ponctuelles, comme celle que vous allez voir là, justement, auprès d'enfants qui sont handicapés et où il a mis les cartes à disposition. Puis vous allez faire connaissance avec Steven, qui est son fils et qui, lui, se débrouille plutôt bien. Regardez. Pour la première fois, un jeune handicapé va faire quelques tours de cartes. Sans les efforts de son pilote, Christian Bini, cela n'aurait jamais été possible. Car aujourd'hui, près de Toulouse, il existe enfin une piste et des cartes spécialement conçues pour accueillir de jeunes handicapés. On a voulu monter cette association pour aider les handicapés à travers le kart, leur apporter un plaisir que nous, on connaît sur piste, la l'ivresse de la vitesse, qu'eux n'avaient pas tellement la chance de connaître. Donc nous adaptons des cartes pour leur permettre de venir avec nous sur des pistes et s'éclater avec nous. C'est pas un sport dangereux? Non, pas du tout. Déjà, un kart, c'est très difficile à retourner, premièrement. Deuxièmement, d'eux-mêmes, ils font très attention, ils arrivent vraiment juguler, et c'est de superbes pilotes. Ils nous ont bien des fois étonnés. On met la ceinture de sécurité, on met le casque, on accroche le casque, et là, le chauffeur, il démarre. Voilà. Et c'est pas dangereux du tout. Bien sûr, toutes les règles de sécurité sont rigoureusement respectées, mais l'essentiel ici a surtout consisté à adapter les commandes des cartes au handicap des gamins. Il y a deux adaptations possibles. Donc les manettes au volant comme celui-ci, donc on retrouve l'accélérateur, le frein comme les pédales. Une chose, malheureusement, c'est le seul qui existe et ne marchera pas aujourd'hui parce qu'il y a une petite panne. C'est le seul qui existe en France même. Un kart et joystick. Donc il fonctionne exactement pareil qu'un fauteuil électrique. Là, les pédales, elles marchent pas. Tu mets le tes mains. Alors tu vas essayer. Là, tu accélères. Là, tu freines. Alors mets ta main comme ça. Tu mets ton pouce ici, là. Non, ici, ton pouce. Là. Comme ça. C'est Steven, le fils de Christian, qui est à l'origine de l'association, car c'est lui, depuis tout petit, qui veut accéder à sa passion, la vitesse. Une fois au volant, toutes les différences sont gommées, même les plus défavorisés se rendent maîtres de la situation. Donc, on se rappelle les consignes de sécurité. 1, je freine. 2, je relâche. 3, j'accélère. Steven, c'est une passion maintenant. Au début, c'est un peu moi qui l'ai forcé à aller vers là parce que je voulais lui trouver un sport. Mais le jour où il a mis les fesses dans un baquet, après c'était fini. Hein. C'était son sport et puis il se débrouille vraiment très bien. Qu'est-ce qui te plaît dans le kart? La vitesse et la conduite. Avant j'avais un 60, j'ai débuté avec un 60 et après je suis arrivé en 80 avec un 80 et après un 100 et après un autre 100 celui-là. Steven est encore très jeune, mais il sait ce qu'il veut, c'est faire de la compétition. Son père, Christian, lui, a réussi son pari, rendre le sourire à des dizaines de mômes en quête de nouvelles sensations. Ça marche, hein, vous avez vu les gamins comme ils sont contents? C'est sympa, hein? Ça va coûter cher, j'imagine. Ça coûte très cher, oui, c'est le nœud du problème, parce que pour monter des cartes biplaces ou avec des joysticks, etc., ça coûte très cher. Et là, vous avez compris qu'il fait ça avec des bouts de ficelle, il fait ça, c'est la passion qui l'anime. Alors, il compte toujours sur des pièces de rechange, il compte sur de l'argent, vous pouvez donc l'aider, vous nous appelez, puis on vous donnera les coordonnées. Il compte aussi sur ses parrains prestigieux, tels que Philippe Streff, que nous avons reçu ici, Cyril Neveu, ou Jacques de Jandil également, qui aide à sa façon. Et puis un petit mot quand même pour la 5e rencontre des handicaps. Vous allez voir le jeu de mots, puisqu'il s'agit de golf au Golf Club d'Amiens. Et la compétition consistera le 26 juin à allier une personne handicapée à 3 personnes valides. Et donc de faire, il existe les pro-am en golf. Bah là, c'est un handi valide quoi, en golf, sur le Golf Club d'Amiens le 26 juin. Vous jouez au golf? Mal. Je joue, oui, je joue. Mais c'est possible de parcourir Alors, les greens le en plus fauteuil difficile, roulant? Non, il ne faut pas le faire en fauteuil roulant, il faut le faire avec des véhicules électriques. Et nos amis scandinaves et anglais ont mis des voitures à disposition qui sont équipées. Et les clubs sont les mêmes? Les clubs sont plus petits. Ouais. Moi, je joue avec des clubs de femmes, donc qui sont plus courts, avec une ouverture, ce qu'on appelle un lie, qui est un peu changé, et qui permet de taper avec un bois 3. Je tape 80-100 mètres comme à rien. Le plus compliqué, c'est pas taper de loin. Ce qui est compliqué, c'est l'approche. Parce que lorsque l'on arrive sur le green, avec un fauteuil roulant, ça laisse des traces. Et avec un véhicule électrique, il y a effectivement certains propriétaires de green qui s'y opposent. Mais aux États-Unis, il y a eu un recours devant la justice américaine d'une personne handicapée qui a fait chuter toute l'organisation du golf américain parce qu'il entendait participer à des compétitions et il a gagné. Oui, oui. Ils sont vraiment très en avance sur nous quand même. Clairement, oui. C'est-à-dire que Dans beaucoup de domaines. Et dont les places réservées le sont là-bas.
D'accord. Merci, messieurs, Avec dames. votre petit garçon, Victor, vous envisagez de pratiquer quel sport avec lui? Écoutez, Victor est très costaud. Donc pour l'instant, Comme son Victor père. nous accompagne. Nous faisons du vélo avec mon épouse. Il y a une carriole attelée au vélo. Et puis, il commence à nager. Donc je pense qu'il va faire des sports. Sûrement des sports de combat, parce que moi, je suis un ancien prof d'arts martiaux. Et j'espère qu'il ira vers les sports de combat. Et nous habitons au sud-ouest et il y a une tentation pour qu'il joue au rugby. Mais Hélène, mon épouse, n'est pas très favorable parce qu'il y a, hélas, énormément d'accidents de rugby, surtout avec l'arrivée maintenant de règles assez rudes. Très bien. On va parler des animaux maintenant, hein, après le sport. Vous allez voir que dans ce domaine, quand on souffre d'un handicap, il arrive souvent qu'un animal nous aide à mieux le vivre ou tout simplement à le surmonter. Souvent, c'est un chien ou un chat, mais c'est parfois, il arrive parfois que ce soit un animal sauvage, comme le dauphin, par exemple. C'est ce que nous allons voir avec notre spécialiste, Marie-Claude Bomsel. Oui, alors on fait comment? Marie-Claude, on va tout changer, vous allez venir là, voilà, en direct, hein, parce que là, c'était pas prévu, voilà, et donc on se met ici. Bon, alors, donc on va parler des dauphins, c'est ça? Des dauphins, et je vais vous raconter une très jolie histoire. C'est l'histoire d'un dauphin. Ça a été tiré d'un livre de Pascal Noah Berkovitch, ça s'appelle Olin, le dauphin du miracle, et c'est aux éditions Robert Laffont, mais on va voir tout de suite cette belle histoire. Pour cela, regardez, nous allons partir en Égypte. Et oui, ça ne va pas tarder. Aujourd'hui, il y a quelques petits problèmes. Nous y voici. Tout va bien. Non. C'est le bouquin déjà. C'est le bouquin déjà. Et cette histoire donc se passe en Égypte. Et bien, donc nous allons aller en Égypte. Voilà. Voilà. Et nous avons là le pêcheur qui a beaucoup de chance, qui a connu le dauphin. Nous sommes là dans le désert du Sinaï, au bord de la mer Rouge. Vous voyez, il y a des chameaux et des animaux se promènent. Mais surtout, nous allons nous intéresser à ce pêcheur, Abidallah. Ce pêcheur a la chance inouïe. Regardez bien, Sophie, d'avoir comme ami un dauphin. Et oui, cette amie donc s'appelle Olin. On vient lui donner une pieuvre. Et elle le partage avec son bébé, Jimmy, qu'elle lui a ramené au bout d'un an. Elle a quand même été chercher un autre ami pour tout faire un petit enfant et elle l'a fait. Alors Abidallah, il avait eu un grave accident quand il avait 5 ans et il était devenu pratiquement muet et malentendant. Et pratiquement, il s'était isolé du monde des hommes. Et à 18 ans, il a eu la chance de rencontrer Olin, cette merveilleuse dauphine. C'est un dauphin souffleur, un thériope. Ce sont des animaux qui sont souvent ce qu'on appelle des animaux ambassadeurs. Ils aiment le contact de l'homme. Ils viennent. Attention, cette dauphine est complètement libre. Elle est venue très volontairement comme ça au contact d'Abidallah. Et grâce à cela, il s'est mis à communiquer avec elle, à nager avec elle, à parler avec elle. Elle s'appelle Olin parce que c'était le nom d'Olphine au départ et ça s'est transformé en Olin. Et grâce à ça, il a renoué le contact avec les hommes. Donc vous voyez, c'est vraiment une merveilleuse histoire. Alors pourquoi ces dauphins s'approchent-ils comme ça des gens? Personne ne le sait. On pense que ce sont eux-mêmes des animaux solitaires qui s'approchent et qui trouvent comme ça un contact avec l'humain. Ce sont souvent des animaux jeunes. On prétend aussi que pendant la guerre froide, on a essayé de les dresser pour la guerre et qu'heureusement maintenant, on les a relâchés et qu'ils retrouvent contact avec les hommes. En tous les cas, vous voyez, ce qu'ils aiment surtout, c'est les caresses parce que les dauphins sont des animaux très tactiles et Dieu sait que comme ça, Abidallah peut en donner beaucoup à cette petite mère et à son bébé. Les dauphins aiment à jouer, on le sait, à peu près 50% de leur temps. Ils le font volontiers et ils aiment aussi, nous allons voir, manger. Ils mangent jusqu'à 10 kilos de poisson par jour. Alors Abidallah va devenir quand même quelqu'un qui va siffler et donner à manger, ce qui est une grande joie pour l'homme et pour l'animal. Vous allez voir aussi tout doucement comment très vite, après avoir mangé ce poisson, il va parler avec ce dauphin, ce qui est un grand plus pour lui qui ne parlait plus. Écoutez-le, écoutez sa joie. Voilà, c'est une merveilleuse histoire, une histoire que nous espérons va se poursuivre très longtemps que celle de cette dauphine. Les images sont belles en tout cas. Oui, très belles. Aux États-Unis, il y a des centres, j'ai lu ça, qu'il y avait des centres de delphinarium où on amène des enfants autistes pour les aider à communiquer. Voilà. Alors c'est très bien, il ne faut pas non plus espérer miracle complet, je pense que vous êtes d'accord messieurs, c'est un plus énorme pour l'animal, contrairement à ce qu'on dit, qui aime à communiquer comme ça, et pour l'enfant. Maintenant, il y a parfois
parfois des déceptions parce qu'on croit que c'est systématique. Non, c'est un gros apport affectif, mais bien entendu, il y a d'autres traitements par derrière. Il y a eu aussi d'autres essais, on le sait, sur d'autres animaux, avec des singes, avec des chevaux. Bon, ça a été aussi un plus, parce que là, il y a en plus besoin de commander, de dresser l'animal. Donc là, il y a vraiment un effort pour aller vers l'animal, donc c'est un gros plus. Plus difficile a été l'expérience qu'on a bien connue avec les capucins. Ce sont là des singes sauvages qu'on a amenés auprès de tétraplégiques. Et ça a été plus difficile parce que le singe là qui a compris qu'il était plus fort, bien que dressé, parce que c'était des animaux dressés, a repris une forme de pouvoir et a été parfois brutal avec les gens. Donc souvent quand même, le mieux c'est quand même les chiens d'aveugles, les chiens qui aident les handicapés, c'est vraiment merveilleux. Et même un contact comme le chat, nous savons nous que très souvent des enfants un peu isolés, les vétérinaires le conseillent aux parents d'amener des animaux et à ce moment-là ça se passe beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Je pense qu'effectivement, l'animal est une aide considérable pour les handicapés. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à harmoniser les écoles de formation, notamment pour les chiens guides d'aveugles. Aujourd'hui, il y a quelques écoles en France et il n'y a pas une véritable coordination. Et j'ai demandé au ministère de prendre sous la tutelle d'un ministère, vraisemblablement le ministère de l'Agriculture, la prise en charge de la formation. Parce qu'un chien qui n'a pas été bien éduqué, un élève aveugle qui, lui, n'a pas suivi les cours avec assiduité, c'est un couple qui risque à un moment donné d'avoir quelques déconvenues dans l'existence. Voilà, tout à fait. On croit trop que c'est très simple, c'est des deux côtés quelque chose à partager et c'est parfois difficile. L'animal est choisi spécialement, mais il peut parfois effectivement devenir différent et ne pas s'adapter à l'homme. Je crois que dans l'histoire d'Oline, c'est très exceptionnel. Il faut insister sur le fait que c'est une très belle histoire, mais exceptionnelle. Voilà, il ne faut pas espérer que ce soit uniquement là la solution, mais quand elle existe, c'est vraiment merveilleux. Très bien, merci à tous les deux, merci pour ce dossier. Je rappelle juste les références de votre dernier roman, Patrick Segal, Le Serment sur la colline, aux éditions Flammarion. Et puis bon courage pour la suite de votre combat, car vous avez encore du pain sur la planche, dans beaucoup de domaines. Merci Jacques pour ce dossier. On va s'intéresser à nos origines. Que désires-tu? Devenir scout. Pourquoi? Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain. Puisque tu es catholique, tu vas recevoir la bénédiction de Monsieur l'abbé. En marge des grandes associations de scouts, il existe aujourd'hui en France des dizaines de groupuscules religieux pratiquant un scoutisme extrême, où la haine de la République et les disciplines paramilitaires font figure de loi. Violence physique, c'est les coups de pied de rangers qui laissent des traces sur les cuisses. J'en ai vu personnellement sur mes enfants. Scout, la nébuleuse, une enquête d'envoyé spécial, ce soir sur France 2. Eh bien, nous revoilà. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je vous disais que nous allons nous intéresser à nos origines dans la deuxième partie de cette émission. D'où venons-nous? Comment le Soleil et la Terre sont-ils apparus? Les planètes sont-elles mortelles? À quoi ressemblera l'univers dans 1 million d'années? Est-ce qu'on a la chance un jour de croiser un extraterrestre? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. Donc, pour nous aider à mieux comprendre l'histoire du système solaire, donc de nos origines, nous allons recevoir un monsieur passionnant qui s'appelle André Braic, qui vient de publier Enfants du Soleil, histoire de nos origines. Alors surtout, restez avec nous car nous allons ensemble faire des découvertes tout à fait surprenantes. Puis je vous poserai une question qui vous permettra peut-être de gagner un téléviseur couleur. Cette fois-ci, ça y est, on se quitte mais on revient. Absolument passionnante sur l'univers, sur nos origines, sur toutes les questions qu'on peut se poser dans ce domaine. Auparavant, je vous donne la question qui vous permettra peut-être de gagner un téléviseur couleur si vous me donnez la bonne réponse. Pour cela, il fallait avoir écouté. Combien y avait-il de manifestants handicapés à la Bastille le 29 mai dernier? On vous l'a dit en tout début d'émission. 15 000, 25 000 ou 35 000. Vous avez une chance sur 3. 08 36 66 10 10. Appelez-nous. On procédera tout à l'heure à un tirage au sort parmi les bonnes réponses uniquement. Donc, d'où
souvenons-nous, je suis sûre que c'est une question que vous vous posez, hein, chacun se la pose au moins une fois dans sa vie, c'est l'un des plus vieux sujets du monde, comment les planètes se sont formées. Il est absolument incollable sur toutes ces questions. Il est astrophysicien, professeur à l'université Paris 7, chercheur au Centre d'énergie atomique. On lui doit entre autres la découverte des anneaux de Neptune. André Braic est notre invité ce matin. Il vient de publier Enfants du Soleil, histoire de nos origines. Nous le recevons aux côtés de Damien Thévenot. Un livre absolument passionnant. Bonjour André Braic. Bonjour. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste ou scientifique pour apprécier, parce que vous vulgarisez tout cela et c'est vraiment bien. Damien, vous l'avez lu ? Bien sûr, on l'a lu et c'est vrai que c'est passionnant, Sophie. Alors peut-être ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est un petit tour d'horizon de questions qu'on se pose, nous les néophytes, parce qu'on n'est quand même pas des spécialistes, et André Braic va répondre. Je voudrais pas séparer les néophytes et les spécialistes. Je voudrais expliquer que la recherche scientifique est une activité majeure dans notre pays actuellement. Et souvent les gens ont l'impression que c'est compliqué, qu'ils ne peuvent pas l'atteindre ça. Pas du tout, c'est extrêmement simple. Tout dépend de la façon de l'expliquer. Ce qui est compliqué, c'est la technique. Mais si vous allez le soir à l'opéra, écouter un chanteur, vous allez assister à un spectacle de danse, vous ne connaissez rien à la technique du chanteur, à la répétition qu'il fait tous les jours, mais vous appréciez la beauté du spectacle. Et j'ai envie de vous dire, la science c'est beau, c'est utile, c'est intéressant, mais la technique c'est autre chose. Mais ça concerne tout le monde. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément accès au spectacle de la science. Eh bien, c'est ce que je vous propose, d'y avoir accès. Alors, André Braic, quand et comment le Soleil et la Terre sont apparus? Alors le Soleil s'est formé il y a environ 4,56 milliards d'années. Il y avait, comment dirais-je, du gaz un petit peu épars partout, et la simple force de gravitation, qui fait que quand vous marchez sur le sol, vous ne montez pas au plafond, mais vous êtes collé contre le sol, a fait que cette masse de gaz s'est effondrée sur elle-même, et cette belle histoire a commencé 4,56 milliards d'années. Et quant à la Terre, elle s'est formée par des petits cailloux qui se sont agglomérés il y a environ 4,42 milliards d'années. Et quant à l'homme, il y a seulement 2 millions d'années. En d'autres termes, il a fallu du temps. Et tout ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que toute cette belle histoire qui fait que nous sommes là aujourd'hui, eh bien, ça a pris du temps. Nous sommes un peu les enfants du temps, je dirais. Ce qui est formidable, c'est qu'en quelques années, on a fait des découvertes prodigieuses sur l'univers. Voilà. Au début du siècle, on ne savait pas qu'il y avait des galaxies, par exemple. On ignorait l'existence des galaxies, on ne savait pas pourquoi les étoiles brillaient, on n'avait aucune idée de ce dont sont composées les planètes. Depuis 1930, on a découvert qu'il y a d'autres voies lactées, celles que l'on voit. On a découvert depuis 1940-50 pourquoi les étoiles brillent, réaction thermonucléaire au centre. Et les planètes, on les a visitées par des sondes automatiques qui sont un peu nos yeux, nos oreilles, qu'on a projeté un petit peu dans l'espace. On a découvert qu'il y a des paysages extraordinaires. Il y a des falaises, des vallées, des canyons, des montagnes, des volcans, enfin extraordinaires, beaucoup plus beaux que ce qu'on même on voit quelquefois sur Terre. Et nous avons maintenant tout un système solaire à se mettre sous la dent. Et ce que nous vivons actuellement, c'est la même histoire que celle de Magellan et Christophe Colomb, où un jour ils ont pris des bateaux, ils ont trouvé l'Amérique, l'Australie, l'Afrique. Et ce qu'ils ont trouvé il y a 5 siècles, nous en avons encore les conséquences aujourd'hui. Notre histoire ne serait pas la même s'il n'y avait pas été découverte. Ce qui est formidable, c'est qu'on en est au début de nos découvertes. Voilà. Il y a des choses. Et je dois dire, les 1000 ou 2000 ans qui vont venir, on va se régaler. Il va se passer plein de choses. Et ça a commencé en ce moment. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. On n'est pas toujours conscient. Quand on suit l'activité au jour le jour, on dit Monsieur Dupont est ministre, il remplace Monsieur Durand. Bon, c'est intéressant, mais 5 siècles après, on s'en souvient pas. Ouais. Par contre, ces choses-là, eh ben, elles vont marquer notre histoire. Damien, je crois que la question que tout le monde se pose vraiment, c'est la question principale. Est-ce qu'on va croiser un jour un extraterrestre ou est-ce que les ovnis, ça existe? Alors, c'est la question de base. Les ovnis, vous fais rire. Les ovnis, je vais répondre à un grand sourire. Ça, c'est des couillonnades. Hein. Je peux m'excuser de la vulgarité du mot. Ça n'est pas sérieux. Bon, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, on commence à comprendre maintenant comment toute cette histoire a commencé. Alors comment elle a commencé, c'est pas que nous sommes plus de meilleure qualité que nos ancêtres. C'est que depuis 3000 ans, on se pose ces questions. Alors on a fait essayer des choses, puis on s'est trompé, on a recommencé. Et cette succession d'essais et d'erreurs nous permet maintenant d'avancer, d'en dire tout ce qu'on fait, c'est grâce à nos ancêtres en quelque sorte. Et on a une théorie à proposer. Mais ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que nous ne détenons pas la vérité. J'ai expliqué comment on s'y prend. Et comment on s'y prend, c'est qu'on énonce une théorie, on la confronte aux faits. Et dès qu'un fait d'observation dit que la théorie ne marche pas, on met la théorie au panier. Certains hommes politiques pourraient s'en inspirer d'ailleurs. Et alors, quant à notre histoire, on a une théorie qu'on vous propose et qui, pour l'instant, colle bien avec les faits. C'est un petit peu comme un détective qui dit la marquise a été assassinée. Est-ce que c'est le neveu? Est-ce que c'est le jardinier? Est-ce que c'est le domestique? Alors, exemple, il a des indices, des cheveux, des traces de sang. C'est cette histoire. Sur les ovnis, par exemple, vous avez de vagues témoignages et vous n'avez pas... Non, ça c'est témoignage. Il y a une vie quand même. Il y a 3000 personnes qui m'ont dit, moi j'ai vu Allah à Marrakech en 1903, je suis pas sûr que je crois. Il y a une dame qui a dit, alors j'ai vu la Vierge. Bon, très bien, c'est une dame respectable, mais c'est pas pour autant que c'est une preuve. Il y a une vie ailleurs. Ce que je veux dire plutôt, c'est qu'ayant compris la manière dont nous sommes apparus sur Terre, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça s'est passé ailleurs? Et alors là, la réponse est très simple. Notre galaxie, la Voie lactée, elle contient environ 1000 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, je ne parle pas de celles qui sont déjà mortes et celles qui ne sont pas encore nées. Des galaxies telles que la nôtre, il y en a quelques milliers de milliards. Donc il y a actuellement quelques milliers de milliards, vous voyez, je prends mon souffle, d'étoiles.
Ce serait bien le diable que cette histoire que nous venons de découvrir se soit passée uniquement autour du Soleil. Donc les astronomes sont persuadés que ça foisonne. Mais ce qu'on va trouver probablement un jour, c'est que c'est une diversité extraordinaire. Il y a peut-être en ce moment, ils font à quelques 50 années-lumière une émission où les plus jolies femmes du coin sont des dinosaures, avec des grandes queues vertes, ou des girafes avec des gros machins pointus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut poser étape par étape. Ouais. Si vous avez demandé à un Romain ou à un Grec il y a 2000 ans, est-ce que les Mayas existent, il n'aurait pas pu vous répondre, il ne savait pas. Et puis il a fallu attendre 2000 ans pour savoir. Eh bien c'est la même histoire, faisons-le pas à pas. Donc nous sommes persuadés qu'il y a des extraterrestres, nous n'en avons jamais vu. Le problème, c'est que pour atteindre la première étoile, il faut combien de... Très simple. À la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc, et si vous déplacez à 4 années-lumière, votre masse devient infinie, ce qui moi personnellement me gêne. Ouais. Donc on se déplace un peu moins rapidement. Donc en allant très vite vers l'étoile la plus proche, vous allez mettre un peu plus de 4 ans. Alors en fait, c'est un peu 4 ans pour ceux qui restent sur Terre. Étant donné l'histoire de la contraction du temps, là, ça commence à être un peu compliqué, vous-même mettrez un peu moins de temps. Mais si vous faites l'aller-retour, vous mettrez donc un peu plus de 8 ans. Et l'étoile la plus proche n'a pas forcément de la vie autour d'elle. L'étoile où il y a de la vie, elle est peut-être à 100 ou 200 années-lumière. Donc un aller-retour va mettre 10 000 ans facilement. Le temps d'arriver, s'installer, regarder. On a le temps de répondre à la question. Il n'y a pas urgence. C'est ça que je veux dire. On va parler des étoiles, Sophie. Alors, dans votre livre, vous dites que 80% des étoiles vivent en couple. Absolument. Donc il y a donc des mariages dans la galaxie. Absolument. Et le Soleil est un célibataire, c'est un des rares. Mais il a dû naître dans une communauté, puis il ne devait pas être content, il s'est échappé. Alors comment ça Eh bien, ces étoiles tournent l'une autour de l'autre. Comme la Terre tourne autour du Soleil, ce sont deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Eh bien, 80% sont ainsi. Et ce que nous apprenons d'ailleurs en astronomie, c'est que les couples ne sont pas forcément stables. Il y a un troisième corps. Il y a des infidèles Pas tout à fait, mais un troisième corps peut arriver et un autre couple se forme. Et finalement, la leçon que j'apprends à mes étudiants, c'est que dans la vie, on peut faire ou défaire un couple grâce à un troisième corps. C'est en tout cas ce que nous apprennent les étoiles. Je n'oserais l'appliquer à d'autres domaines. Hein. Non, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Bon, il va se passer un phénomène, André Braic, le 11 août. Exact, à midi 30. Une éclipse de soleil. Alors qui ne sera pas totale partout. Alors là, j'ai envie de vous dire deux choses. Premièrement, ne manquez pas cet événement. Si vous le manquez, la prochaine en France, c'est en 2081. Même si on habite Paris, parce qu'il y a certaines personnes... Premièrement, ne manquez pas l'événement. On peut rester à Paris ce jour-là. Surtout pas. J'ai entendu des théories incroyables. En deux mots. Premièrement, ne manquez pas l'événement, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, faites très attention. Si vous ne faites pas attention, vos yeux seront atteints à vie. Voilà, il faut mettre des lunettes. Pourquoi ne pas manquer l'événement? Il faut voir l'événement quand vous avez une éclipse totale. C'est-à-dire quand la Lune marque totalement le Soleil. Alors là, c'est extraordinaire. Un coucher de soleil sur 360 degrés, la couronne du Soleil qui apparaît, les étoiles qui apparaissent en plein jour, les animaux qui sont affolés, le cochon qui n'a rien compris, la chauve-souris qui sort chasser. Enfin bon, plein de choses se passent. Et donc ça, c'est fréquent Strasbourg. Et vous avez une ombre qui s'approche de vous à 2800 km à l'heure, la température qui baisse de 5 degrés. C'est une expérience dans votre vie, quand vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez pas l'oublier. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'en voir une autre. Et donc de vous promener sur Terre. Il y a sur Terre une éclipse une fois par an en moyenne. Mais à un endroit donné sur Terre, il y en a une que tous les 1 ou 2 siècles. La dernière à Paris était sous Louis XV. Et la prochaine à Paris sera dans 2-3 siècles. Donc à Paris, on ne verra rien. À Marseille, on ne verra rien. À Toulouse, on ne verra rien. On verra une éclipse partielle. Mais ça n'a aucun intérêt. Et on la verra totale. Et on la verra totale que sur une ligne. Fécamp, Amiens, Amiens-Beauvais en gros, Reims, Metz, Strasbourg. Et puis autour avec quelques dizaines de kilomètres autour. Alors sur la ligne de totalité, l'événement dure 2 minutes 20, c'est très court, et dès que vous éloignez la ligne de totalité, ça ne dure plus qu'une minute 30 ou 45 secondes ou très peu de temps. Alors là, attention, protégez vos yeux. Il faut que la lumière il ne faut pas regarder le soleil directement, sinon il faudrait mettre des lunettes qui diminuent l'intensité du soleil par un facteur 100 000. Pour donner une comparaison, une paire de lunettes de soleil vous diminue par un facteur 10. Le soleil, ça ne sert pas. Les radios, idiots. Les plaques impressionnées, ça ne marche pas. Donc il faut une lunette spéciale avant que la Lune ne recouvre le soleil et après. Mais pendant l'éclipse, c'est-à-dire pendant 2 minutes, alors là, retirez ces lunettes, parce que c'est un spectacle extraordinaire. Donc faites attention, et vous verrez un des plus beaux spectacles de votre vie. Mais ne restez pas à Paris, ne restez pas à Marseille, allez tous sur la ligne Fécamp-Strasbourg. Une petite question que vous a posée, il n'y a pas de fin du monde le 11 août. Oh non, ça c'est des escroqueries, ça c'est le rebut de la justice, c'est des grands couillons. Et moi, j'invite tout le monde à dîner le 12 août, évidemment. À Paris. Merci André Braic, on pourrait faire des heures sur ce sujet-là, évidemment. C'est passionnant, il est passionnant, donc je vous conseille la lecture de son livre Enfants du Soleil, Histoire de nos origines, aux éditions Odile Jacob. Et vraiment, c'est vrai qu'on apprend des trucs absolument incroyables. Merci d'être venu nous voir ce matin. On va enchaîner avec quelque chose qui n'est pas très loin de l'univers, puisqu'on va parler de météo. Et c'est l'univers vu d'un petit peu plus près, avec Laurent Romeshko. Alors
Alors Laurent, Oui. il s'agit d'être aussi convaincant que Monsieur Brahic et ça va être difficile. Hein. Il y a du boulot là. Bon, pas d'éclipse aujourd'hui, le soleil vous allez pouvoir en profiter. Temps bien ensoleillé sur toute la France, il y a quelques nuages tout de même qui vont se former. Ce ne sera pas 100% dégagé, 100% ciel d'azur. Voici la situation pour cet après-midi avec quelques nuages qui vont se former. Certains seront même parfois menaçants, de la presqu'île du Cotentin jusqu'au relief des Ardennes et au Pas-de-Calais. Il pourrait donner en fin de journée une petite ondée. Ailleurs, vous le voyez, c'est parfaitement dégagé. Quelques formations tout de même de cumulus dès le courant de l'après-midi sur les reliefs montagneux. Ils pourront donner une petite averse orageuse sur le relief alpin en fin de journée. Et puis le même type de temps, mais beaucoup plus orageux sur le relief pyrénéen et sur le Piémont, avec là des orages qui éclatent déjà depuis ce matin. À l'avance, c'est voilé des côtes landaises jusqu'au golfe du Lion. Voici les températures de l'après-midi. C'est très agréable. Alors il y a une bonne baisse du mercure tout de même pour Biarritz, sous les nuages, avec 20 degrés sur la côte basque cet après-midi, 21 degrés pour Tarbes. En revanche, au nord, entre 21 et 28 degrés, 28 c'est à Tours, 21 à Brest, 26 à Paris. Nous sommes 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Et puis sur la moitié sud, une bonne trentaine dans la région de Nîmes et celle de Montpellier. Voici la situation pour demain, avec toujours un temps bien dégagé. L'anticyclone reste avec nous. Encore une situation orageuse sur les Pyrénées, une petite tramontane, une ondée dans le courant de l'après-midi sur le relief alpin. Et puis un peu plus de nuages au nord d'une ligne allant de Nantes jusqu'à Belfort, avec là une alternance de nuages et d'éclaircies. À tout à l'heure. Merci. Darty, le contrat de confiance. Il y a 2 saisons dans l'année pour les champignons, Laurent, le printemps et l'automne. Alors les champignons printaniers sont arrivés et là, Yves Candebord me fait très plaisir ce matin parce qu'il a amené d'énormes cèpes et c'est tellement bon les cèpes qu'on va voir comment il les prépare. Ils sont magnifiques. Hein. Alors, il y a des cèpes au printemps, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein de variétés. Donc, sur la fin du printemps, le début de l'été, étant donné que la terre se réchauffe et qu'on a beaucoup d'humidité en ce moment, tous les champignons ont apparu. On a vu apparaître les cèpes, les girolles. Humidité, chaleur, hein, c'est les deux éléments. C'est les deux critères indispensables, bien sûr, avec le terroir. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de mal à trouver du cèpe dans le nord de la France. Ah non, les cèpes, il faut des chênes avec de la mousse et des fougères. Tout à fait. Mais c'est pas du bordelais. Là, c'est les premiers cèpes qui ont apparu sur le marché. Comment ça, c'est pas du bordelais? Non, c'est pas du cèpe bordelais. Ça vient d'Auvergne. Ça vient du Massif central. C'est quand même le bolet de Bordeaux, ça. Ça fait partie de la famille du bolet de Bordeaux. Mais dans la famille du bolet de Bordeaux, il y a 20 sortes de cèpes différents. Bon. Là, c'est du Massif central. C'est les premiers qui sont apparus en même temps donc, que les chanterelles, les girolles, les mousserons, les petits mousserons ou les rosés des prés. Ça y est, en ce moment, c'est le printemps qui se finit, on arrive sur le début de l'été et on a toutes les saveurs et tous les parfums qui apparaissent. Alors ça, c'est les girolles et ça, c'est les chanterelles des prés. Non, là, c'est les mousserons. Les mousserons. Parce que la girolle fait partie de la famille des chanterelles. Alors, attendez, montrez bien les girolles. C'est légèrement orangé, un peu en tulipe, c'est superbe. Alors, girolles, mousserons. Ça, c'est un petit mousseron. C'est un petit mousseron. Voilà, tout petit. Et après, ce qu'on connaît plus, c'est le rosé des prairies. Ce qu'on appelle le champignon de Paris. Voilà, c'est la famille du champignon de Paris. Voilà. Très, très agréable. Alors, c'est 3 sortes, je dirais, de champignons, 4 sortes de champignons différents. Mais l'important dans tous ces champignons, c'est que pour le choix du champignon, il faut toujours qu'il soit ferme. C'est l'intérêt, il faut systématiquement, quand on choisit un champignon, qu'il soit bien ferme. Et faire attention, bien sûr, étant donné que c'est des produits qui sont naturels, qui ne soient pas véreux. Après, il y a une chose qui est importante. Il faut garder, je dirais, la forme. Il faut regarder la forme. Il ne faut pas que ce soit une forme uniforme. Il faut que ce soit en fin de compte quelque chose de rustique, que ce côté rusticité. Parce que de plus en plus maintenant, sur nos marchés, on voit apparaître des champignons de Turquie, d'Hongrie, qui sont tous du même calibre et qui ne sont pas bons. Qui sont des champignons d'élevage, peut-être? Qui sont des champignons d'élevage, qui n'ont pas de saveur et qui ne sont pas bons. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, les girolles, il n'y en a aucune qui est identique. Elles sont même légèrement esquintées parce qu'elles ont été ramassées à la main. Alors obligatoirement, on les esquinte. Il ne faut pas avoir peur de les prendre. Je dis, la forme n'a pas d'importance. Ça n'a strictement aucune importance. Après, ce qui est important pour le cèpe, il ne faut pas le laver. Voilà. C'est impératif. Parce que le cèpe est un champignon que je dirais qui est déjà suffisamment humide. Et si on le lave, on va le détremper, on va lui enlever de sa saveur. C'est tout simple à réaliser. Il suffit de prendre un torchon humide et de le frotter. Et tout simplement. Il suffit juste d'enlever la terre qui voilà, se trouve dessus. Tout ce qu'on peut trouver, je dirais, la terre, vous voyez les petites feuilles, tout ce qui est petites feuilles, terre, il faut bien le frotter. Ça, c'est très important. On prend un torchon humide et on le frotte. C'est tout simple, mais c'est important. Après, il faut séparer la queue de la tête. Mais sur l'extrémité de la queue, on voit toujours apparaître des morceaux de terre
qu'il faut systématiquement enlever à l'aide d'un couteau ou d'un économe. Et c'est tout simple à réaliser. Voilà. Voilà. En ce moment de l'année, on a des cèpes, c'est pas le petit bolet donc bordelais qui est tout petit, qu'on va utiliser, je dirais le petit bolet, on va l'utiliser poêlé en accompagnement de viande ou de poisson. Ce qui est très intéressant avec des cèpes de cette sorte-là, c'est les couper le plus finement possible. Ah oui? Et réaliser une petite marinade. Ah bon? Et là, on va voir toutes les saveurs, je dirais, toutes les saveurs de l'été et du printemps. Vous les coupez en lanières, c'est très facile à réaliser. Tout simplement, en deux. Et après, vous l'émincez le plus finement possible. Donc, vous ne le faites pas cuire? Vous ne le faites pas cuire. Vous allez voir toutes les saveurs, c'est original, c'est frais en ce moment de l'année, ça va être très très frais. Voyez, hop, vous faites un petit émincé de cèpe, tout simple. Après, vous l'assaisonnez un peu d'huile d'olive, citron, tout simple. Merci. Voilà. Bien assaisonné de sel, de poivre, mariné pendant 10 minutes et consommé comme ça. C'est remarquable. Mariné dans de l'huile... Huile d'olive citron. Un peu d'huile d'olive, un peu de citron pour relever, juste du sel, du poivre, c'est remarquable. Alors rien à voir avec la préparation des puristes, par exemple du sud-ouest, où on met de l'huile, on le laisse mijoter. Mais il faut donner en ce moment, je dirais, un petit côté d'originalité, de saveur. Le mousseron est très intéressant poché. C'est-à-dire que vous les lavez dans un bouillon de poule, dans un bouillon de bœuf, avec un petit trait d'huile d'olive crue. Ça donne une onctuosité, ça donne un petit côté ammoniaqué qui est très très agréable. Bon, très bien. Il faut bien. profiter en ce moment de la saison, c'est les champignons français, il faut en profiter. Parfait. Merci Yves. Je dois vous donner la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure sur la manifestation qui s'est déroulée le 29 mai dernier, place de la Bastille. Il y avait 25 000 personnes lors de cette manifestation et Thérèse Bruniquel qui habite Mazamet. Tiens, à Mazamet, on doit en trouver des cèpes là-bas, hein, c'est la région. En ce moment, il fait bien chaud. Voilà, donc vous avez gagné un téléviseur couleur, madame. Merci de nous suivre aussi fidèlement. On se retrouve demain matin à partir de 9h30 pour une émission consacrée entièrement aux vacances. On va vous dire des tas de choses sur les vacances, on va vous donner des conseils. Donc ne manquez pas ça, ce sera à partir de 9h30 avec toute l'équipe de C'est au programme. Excellente journée sur France 2. À demain matin, merci.